Bien, merci beaucoup. Merci aux organisateurs et trices de cette journée de m'avoir fait revenir pour parler du barème. Non? Mince, j'ai pris l'intervention de l'année dernière, je suis désolé. Mais je peux quand même la faire puisque j'ai entendu que le barème n'était pas légal, donc je voulais absolument répondre à la question. Non, pour parler de la distinction entre la vie personnelle et la vie professionnelle, avec une question de nouvelles frontières, point d'interrogation. J'ai même rajouté de nouvelles frontières pour un nouveau monde, point d'interrogation. Alors évidemment, ce questionnement sur les nouvelles frontières est né de la période post-confinement et post-Covid, où nous avons tous, à des niveaux différents, essuyé la porosité de la distinction entre vie professionnelle et vie privée, avec quelquefois d'ailleurs des impacts très forts sur la vie privée. Qui a divorcé pendant le Covid? Non, c'est pas sympa, je suis tout seul. Ah, plus ou moins. Mais on échangera ensuite si vous voulez. Voilà, donc effectivement, les deux sphères ne sont pas totalement étanches l'une à l'autre. Et cette idée que le défaut d'étanchéité, qui est un vice qui ne concerne pas que les pneumatiques, mais qui concerne également les sphères professionnelles et privées, que cette porosité s'est accentuée récemment et qu'il y aurait une sorte de confusion des genres, c'est effectivement le point de départ du raisonnement sur ces nouvelles frontières. Et donc la question, c'est est-ce qu'il y a une recomposition des frontières, une réappropriation de la thématique entre la distinction des frontières, ce qui implique quand même très rapidement de dire quelques mots sur le monde d'avant, pour parler comme Jean-Emmanuel Rey, le grand maître d'éthique, et de dire quelques mots sur le monde d'après. Est-ce qu'il y a un monde d'après et comment ce monde d'après recompose la distinction entre la vie privée et personnelle et la vie professionnelle. Alors dans le monde d'avant, on a tous les mêmes réflexes, peut-être un peu pavloviens, sur l'histoire du droit du travail. Le droit du travail, c'est une tragédie grecque construite sur le principe d'unité de temps, de lieu et de personnage. Dès qu'on prend la première loi de l'histoire moderne du droit du travail, la loi du 22 mars 1841, on voit apparaître les figures d'ailleurs, j'allais dire éternelles, en tout cas modernes du droit du travail, l'entreprise, la manufacture comme territoire d'application de la norme, l'âge comme critère d'accès à l'emploi qui définit l'âge d'avant et l'âge d'après. L'âge d'avant, c'est l'âge de l'enfance et de l'innocence, c'est l'âge de la vie familiale, et puis l'âge d'après, c'est déjà l'âge du travail, dès 8 ans. Comme quoi le concept de progrès est vraiment un concept relatif et contingent. Et puis évidemment, ce concept de temps, puisque pour la première fois, on voit apparaître la quantification du travail en termes d'heures de travail. Quantification d'ailleurs pour protéger la personne du travailleur. On pense que l'approche durée du travail en termes de protection de la personne, c'est une innovation, une approche européenne, pas du tout. C'est la loi du 22 mars 1841 qui nous parle de la durée du travail en heures pour protéger l'enfant au travail. L'approche durée du travail et rémunération, c'est une approche qui est très postérieure quand on s'est intéressé au minima dans les branches professionnelles ou le minima légal à partir du SMIC en 1950. Donc on a vraiment toutes les thématiques classiques. Alors ce qui est intéressant, c'est peut-être évidemment de réfléchir sur la relativité de l'affirmation qu'il y a une distinction des sphères dès les origines, mais ça, je n'ai pas le temps de le traiter. Personne n'a jamais prétendu que les sphères étaient complètement étanches. Simplement, il y a un lieu de travail, il y a un temps de travail, et puis il y a une activité professionnelle qui est dissociable de l'activité personnelle et familiale, même si on sait que depuis le départ, tout est mélangé dans les grandes méga-cités industrielles où l'employeur s'occupe des économas, de l'école, des retraites, des sursalaires familiaux, où on voit évidemment que toutes les sphères se mélangent depuis le départ. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, alors à l'époque moderne au sens moderne du terme, c'est-à-dire dans les années 1970, il y a un certain nombre de facteurs qui vont accélérer la confusion entre la sphère professionnelle et la sphère personnelle. Alors, évidemment, on pense à la révolution technologique, aux révolutions technologiques, à la numérisation, à la digitalisation qui vont accélérer le phénomène de portabilité du travail. Et ce phénomène va évidemment percuter la distinction entre les deux sphères et va la rendre parfois totalement illusoire avec ce qu'on a observé depuis 3 ans, qui n'est pas d'ailleurs du télétravail, qui est du travail à la maison, ce qui n'est pas tout à fait exactement la même chose. C'est assis sur un tabouret de bar dans un coin de la cuisine avec les enfants qui jouent derrière, c'est pas du télétravail. D'ailleurs, c'est pas du travail, c'est pas une vie d'ailleurs. Donc heureusement que c'est terminé. Si c'est ça le modèle qu'on nous promet, on va tous être auto-entrepreneurs. Au moins, on pourra choisir le lieu où on travaille. Donc il y a évidemment cette digitalisation qui est importante, mais il y a un autre phénomène dont a parlé Maître Lyon-Caen il y a quelques instants, qui est le phénomène de fondamentalisation du droit du travail, et plus particulièrement de montée en puissance des droits de la personne du travailleur ou de la personne au travail.
C'est important parce que le travailleur n'est pas simplement qu'un fournisseur d'activité. On sait qu'il est passé aussi par la phase citoyen dans l'entreprise, mais il est passé aussi par la phase de personnalité dans l'entreprise et il vient travailler avec sa personnalité, il vient travailler avec sa vie privée, il vient travailler avec sa liberté religieuse. Et vous me voyez arriver avec le voile, la barbe, etc., tous les phénomènes qu'on a connus. Cette montée en puissance de la reconnaissance des droits de la personnalité au travail constitue un facteur, encore une fois, de percussion très fort entre la sphère professionnelle et la sphère privée. Et souvent, d'ailleurs, l'entreprise dont on peut penser historiquement qu'elle est à l'origine des principales incursions dans la sphère privée devient le territoire envahi par la sphère personnelle. Et on sait très bien que le fait que dans le secteur tertiaire, qui est devenu le secteur ultra-majoritaire dans les secteurs de l'activité économique, tout salarié ou presque est en permanence connecté, on sait très bien qu'il passe, ce salarié, une partie de sa journée sur sa messagerie personnelle, à répondre sur les réseaux sociaux pour des motifs d'ailleurs qui sont mi-professionnels, mi-privés, à aller sur Twitter, à aller sur Tinder, bref, à mener ses activités quotidiennes pour essayer d'améliorer la fin de journée, celle de l'après-travail, qu'il attend avec plaisir, surtout quand les after-work ont commencé et qu'on est sur la pay hour et qu'il faut en profiter. Donc, cette montée en puissance des droits fondamentaux, elle est très importante parce qu'elle accompagne en réalité ce mouvement de portabilité du travail et elle vient accélérer ce phénomène de confusion des sphères. Alors cette confusion des sphères, évidemment, elle a été à son paroxysme avec le confinement et la crise de la Covid, puisque là, on s'est retrouvé brutalement, sans préparation, sans accompagnement, obligé de travailler à la maison. Et on nous explique maintenant que finalement, ce travail à la maison, il est assez pratique. Et on nous dit, tiens, chiche, si on transformait l'essai, et si on continuait, alors hier c'était parce qu'il y avait trop de virus, aujourd'hui c'est parce qu'il n'y a pas assez d'essence. Donc on continue à chercher des motifs pour nous expliquer que c'est finalement très cool, très, très swag de travailler à la maison, et que finalement c'est très moderne de travailler à la maison. Alors c'est très moderne, mais ça pose évidemment des problèmes de frontières. Et quand vous avez des problèmes de frontières, il faut mettre en place des gardes frontières et des règles de protection quand même des territoires. Et ça a été le rôle de la jurisprudence. Et la jurisprudence, elle est intervenue en fait relativement tôt, dès les années 70. Jean-Emmanuel Rey, que j'ai relu, qui est le grand maître d'éthique, encore une fois, date cette utilisation, cette mobilisation des droits fondamentaux pour essayer de régler des conflits de frontières à l'arrêt Corona de 1980 du Conseil d'État sur le règlement intérieur. On sait ensuite que les lois Auroux, notamment sur l'édiction d'un droit disciplinaire plus contraignant, protecteur des libertés, a été une étape importante. On pense à la loi de 91 aussi sur les libertés dans l'entreprise. Bref, on va construire des outils qui vont permettre de régler les conflits de frontières entre vie personnelle et vie professionnelle. Et ces outils, ce sont des outils en réalité qui visent à la conciliation des sphères, pas à la suprématie d'une sphère sur l'autre. Et cette idée d'une conciliation nécessaire des sphères a été renforcée par la droit de l'homisation de l'approche des conflits de frontières. C'est-à-dire qu'en réalité, on l'a bien vu à propos du droit de la preuve, on ne dit plus aujourd'hui, lorsque vous portez atteinte au respect de la vie privée, la preuve ne peut plus être produite en justice, on dit « ah, ça dépend ». Ça dépend. Quel est votre objectif? Et si vous défendez votre droit à la preuve, à ce moment-là, du moment que la preuve a été récoltée loyalement, vous pouvez la produire en justice, même si vous avez porté atteinte à la vie privée du salarié. Donc cette balance des intérêts, qui est au cœur même de l'approche, j'allais dire droit de l'homiste, ou l'approche liberté publique du droit du travail, cette balance des intérêts, en réalité, elle est venue naturellement se greffer sur la question des rapports entre les sphères, puisqu'on avait accrédité la thèse depuis très longtemps qu'il fallait concilier les sphères et pas faire en sorte qu'il y ait une sorte de ligne Maginot au milieu qui protège l'une des sphères contre l'autre. Donc on voit bien la jurisprudence a accompagné finalement, en raison de ce mouvement de droit de l'homisation, a accompagné cette porosité des sphères et cette idée que finalement on pourrait tout à fait se contenter de cette approche où on examinerait quasiment au cas par cas les hypothèses dans lesquelles les franchissements de frontières sont problématiques. Et puis il y a un dernier élément, donc il y a cet aspect évidemment de portabilité de l'activité qui confond les sphères, cette approche droit de l'homiste qui transforme les rapports entre les deux sphères. Et puis il faut le dire aussi, il y a une transformation profonde du rôle sociétal de l'entreprise qui favorise également la confusion des genres. Quand l'entreprise doit être vertueuse, pas simplement en termes de santé ou de sécurité, et j'ouvre une parenthèse,
quand on a une approche holistique de la santé et de la sécurité, évidemment, elle déborde forcément les frontières de l'entreprise. Mais quand on dit également que l'entreprise est un lieu d'expression des libertés, voire un lieu d'expression des libertés fondamentales, quand on lui demande d'être vertueuse, quand on lui demande d'encourager la mobilité décarbonée, parce qu'il faut sauver la planète, eh bien, l'entreprise qui devient un lieu où s'expriment des valeurs sociétales est également une entreprise dans laquelle on va retrouver des valeurs sociétales que les salariés défendent, y compris dans leur sphère personnelle. C'est-à-dire que l'entreprise devient un citoyen engagé, comme on va demander finalement aux salariés d'être également un citoyen engagé. Et donc ça participe, ça ajoute à la confusion entre les deux sphères. Alors, évidemment, la question qui va se poser, c'est lorsque l'on observe cette confusion, que devient-elle dans le monde d'après, c'est-à-dire le monde d'après-Covid, et dans cette situation dans laquelle nous sommes, où finalement, il y a une sorte de résignation collective à cette idée que les sphères sont imbriquées et qu'il faudrait continuer à accentuer le phénomène finalement de relocalisation du travail au domicile et que finalement ça arrangerait tout le monde. Le salarié, c'est cool, il emmène ses enfants à l'école, le salarié, il n'a plus besoin de se déplacer, et puis l'entreprise, elle est contente, ça diminue ses coûts fixes d'installation puisqu'évidemment vous aviez 12 bureaux à 10 000 euros le mètre carré, vous n'avez plus qu'un bureau avec des petites boîtes en carton dans lesquelles les salariés mettent leurs affaires et puis ils viennent réserver leur passage en entreprise. Bref, tout ça, ça serait l'avenir du monde d'après. Je ne suis pas persuadé que ce soit l'avenir du monde d'après, et je suis désolé quitte à apparaître pour un terrible réactionnaire. Je pense que nous avons besoin collectivement de réaffirmer les frontières entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Non pas d'ailleurs dans une optique de séparation étanche qui n'aurait pas de sens, mais dans une optique de protection et des intérêts de l'entreprise et des intérêts des salariés. Je ne suis pas sûr que les entreprises aient intérêt durablement au mélange des genres. Quand on voit la montée en puissance des revendications identitaires dans les entreprises ces dernières années, je pense au voile, mais pas que, on se rend compte qu'effectivement, cette conception finalement où on laisse rentrer les salariés avec leur cortège de revendications identitaires pose des problèmes quasiment insolubles aux entreprises, puisque évidemment, elles sont obligées d'entrer dans une logique de conciliation et dans une certaine mesure d'accepter la revendication, non pas d'ailleurs forcément de communauté, mais la revendication des individus. Il a quand même fallu un arrêt de la Cour de cassation pour rappeler que le salarié n'avait pas le droit fondamental de porter un bermuda. Bon. On en est là, c'est-à-dire que... Et on voit bien qu'au-delà des revendications communautaires qui témoignent quand même de ce qui reste d'un attachement à un groupe, il y a des revendications personnelles. C'est chaque adolescente a le droit de s'habiller comme elle veut au collège. C'est mon corps, c'est mon droit. Donc de quel droit on m'empêche d'arriver en soutien-gorge au collège? Donc là, on voit bien que ces revendications très personnalistes, finalement, qui désagrègent même les communautés, sont une menace, évidemment, pour les entreprises. Et puis pour les salariés, évidemment, il est de l'intérêt bien compris de tous que les frontières soient relativement étanches. Nous-mêmes, qui pratiquons très mal l'étanchéité, je veux dire, nous les universitaires, qui travaillons d'une manière un peu étrange, ce qui explique parfois que les mariages exogamiques à l'université soient des échecs et qu'il vaille mieux épouser ses collègues parce qu'eux, au moins, ils comprennent pourquoi on peut travailler le samedi soir à 23h ou ne pas travailler d'ailleurs mercredi à 14h pour aller jouer au tennis, mais ça, c'est autre chose. On a besoin de pause. Le cerveau, il a besoin de pause. On a besoin de distance. D'ailleurs, on a besoin... Si vous avez besoin de 15 secondes pour aller de votre bureau à votre vie personnelle, vous n'avez pas ces phases de transition qui vous permettent de faire le vide. Et si vous vivez sur votre lieu de travail ou si vous travaillez sur votre lieu de vie, évidemment, vous êtes tout le temps en train de travailler. Et il faut dire que les réactions du droit positif sont relativement pauvres. Quand on regarde les dispositifs de déconnexion, ils sont d'une timidité. Mais le droit à la déconnexion, c'est partir du principe que les salariés sont responsables et qu'ils vont de leur propre initiative déconnecter. Non, il faut imposer le devoir de déconnexion. Il faut obliger les salariés. D'ailleurs, l'employeur est obligé de faire respecter les durées de travail. Pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas respecter le devoir de déconnexion? Donc on voit bien qu'il y a une espèce de frilosité du dispositif législatif qui s'explique par l'idée que les partenaires sociaux sont des grands garçons qui vont pouvoir pallier l'incurie du législateur, mais pas du tout. Enfin, sur ces questions-là, on a vu les chiffres sur les accords télétravail. Il y a finalement assez peu d'accords télétravail qui ont été conclus.
Et puis les accords télétravail, quand on les observe de près, ne règlent absolument pas ces problématiques d'interpénétration de la sphère privée et professionnelle. Donc les salariés, ils ont besoin de se reposer, ils ont besoin de se reposer le cerveau, ils ont besoin de faire autre chose que de travailler pour être bien dans leur vie. Ils ont besoin d'être bien dans leur vie pour être bien au travail, et ils ont besoin d'être bien au travail pour être bien dans leur vie. Et la notion de charge mentale, elle est terrible dans ces systèmes de confusion. C'est-à-dire qu'en réalité, on est hanté, on est obsédé par son travail. On le sait. Si on passe à côté de droit social, là, avant de se coucher, et qu'on n'a pas eu le temps de le lire, comme on sait quand même que c'est une grande revue, on ne peut pas ne pas la regarder, juste un petit peu. Voilà. On regarde ses mails, et on ne va pas checker que sa messagerie personnelle, on va peut-être regarder, puis on va recevoir des mails pro sur sa boîte perso, et donc on va répondre. C'est pas grave, il est minuit, vendredi soir avant de se coucher, mais on va répondre quand même, parce que ça ne peut pas attendre. Bon. Il y a un moment donné, il faut dire stop, et il faut dire stop aussi pour une raison importante, c'est que le propre du salariat, au-delà de la question de la subordination, qui pour moi n'est pas ou n'est plus un critère distinctif, le propre du salariat, c'est une question de gestion des risques et des profits. Quand on est auto-entrepreneur, un vrai auto-entrepreneur, quand on est à son compte, on peut travailler tout le temps. Ça n'est pas souhaitable, ça n'est pas raisonnable, mais au moins on travaille tout le temps à son propre profit. Quand on est salarié, tout ce que vous allez faire en dehors de vos 35 heures par semaine, ce n'est pas pour votre profit que vous allez le faire. Alors peut-être qu'avec les systèmes d'encouragement, de rémunération par objectif, de primes variables, etc., vous allez en récupérer quelques miettes, mais en réalité, vous allez travailler comme si vous étiez indépendant, alors que vous êtes salarié, parce qu'en réalité, l'activité, elle est profitable au service de l'entreprise. Mais on n'est pas corps et âme à l'entreprise. Tout le monde n'a pas la force de travail d'Elon Musk et le cynisme d'Elon Musk pour expliquer à ses salariés américains qui ne travaillent pas assez et qu'en deçà de 70 heures par semaine, ils ne sont pas dévoués à l'entreprise. Donc si on veut aussi garder le modèle du travail salarié comme modèle de l'activité professionnelle, il faut aussi poser des frontières, parce que ces frontières, elles sont inhérentes à la qualité même de salarié. Je vous remercie.